Ok, annonce. Shot 367, take 7. Parfait. Encore Ok, une fois, pour... mise au point avant. Pardon. Je m'emballe, ça y est. On voit que l'alimentation, ça nous parle d'économie, de mondialisation, de démocratie, de changement climatique, qui sont finalement les enjeux contemporains de notre monde. Déjà, qu'est-ce que c'est la transition alimentaire? Et est-ce que c'est pas commencer par l'alimentation? Est-ce que c'est pas changer la société? Bah oui, moi j'en suis assez convaincu, mais bon, le problème c'est que après il y a un prisme professionnel qui fait que quand on travaille tout le temps dans l'alimentation, on a enfin, le prisme que tout le monde a. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est son sujet qui est important, mais pour l'alimentation c'est vrai. Est-ce que ça fait pas partie des sujets importants? Mais oui, c'est-à-dire que de fait on mange tous. On est ce qu'on mange et on mange tous. Je veux dire, on mange tous, c'est une nécessité quotidienne. Donc, de fait, c'est de toute façon quelque chose de très important. Donc, mais bon, on reprend de manière... On reprend, ouais, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est bon là, vous avez le fil ou... Ouais. Camille? On peut y aller. Moi, je suis Damien Conaré, je suis le secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, hébergé ici à Montpellier-Supagro et qui est porté aussi par le CIRAD. Alors, il y a beaucoup de définitions du système alimentaire. Il y en a une qui est assez simple et qui a en plus été conçue par un chercheur d'ici à Montpellier, Louis Malassi, qui était grosso modo la manière dont les hommes s'organisent pour produire, transformer, distribuer, vendre, consommer l'alimentation. Manger, c'est se nourrir, mais c'est évidemment pas que ça, c'est bien autre chose. C'est la dimension de plaisir, de partage, c'est du lien social, c'est aussi de la culture et de l'identité. Et puis, c'est notre lien à l'environnement, puisque ce qu'on mange ne tombe pas de nulle part, c'est forcément produit, tiré d'une ressource environnementale. Donc, effectivement, on a aujourd'hui un modèle dominant qualifié de système agro-industriel, qui a eu sa logique et qui, effectivement, est extrêmement rationnel et très fonctionnel, dans la mesure où, en tout cas, dans un continent comme l'Europe, on peut dire qu'il est parvenu à nourrir le plus grand nombre à moindre prix. The agro-industrial food system is a reality of the modern world and has changed the way men and women organize themselves to eat. This organization has been able to respond to certain issues, but the system is no longer sustainable nor efficient. Inequality is growing. A third of greenhouse gas emissions comes from the global food production, and even hunger is on the rise again under the combined effects of climate change and speculation over agricultural commodities in global financial markets. As young graduates in the field of food and agricultural sciences, we have asked ourselves, how can we imagine and organize our food systems differently? Our search for answers begins in Kenya, in the Maasai region of Transmara. The Maasai people are traditionally cattle breeders. For a long time, the milk and blood of their cattle have been the basis of their diets. You can sell the cow for cash. You can use the meat for food. So I think you can also exchange a cow for dowry. A cow has a great importance in a Maasai land because, like for me, example, I was married here, so 11 cows were paid to my father. 11 of them, plus one goat. When the British arrived in the area, they brought maize, which became a local crop.
Ugali, the name given to a dish made from maize flour, is now a staple in the Maasai diet. Maize was planted in large farmers because by then maize was the only crop which was used as cash crop and also for food. Because maize was something that you have at hand, you can sell. Ugali is our staple food because it's available. If I don't plant it, I will buy it from my neighbor. I can eat ugali with milk, which I have it just within the compound. I can use the meat from the chicks. Having no maize is a big mess. Actually, I have to plant maize so that I can get something to eat. Because depending on the market also depends. Because sometimes when the price is up and I don't have the money, it will be difficult for me to access to ugali. Because having no maize, no ugali. So I have to at least plant my own, the small one, of which it will take care of my family. So mostly I do plant maize and harvest, store them for food. But in the 1980s, Kenya was forced to liberalize its economy, to dismantle the protection policies on maize production and encourage the development of cash crops such as sugarcane. That's according to me. Since we depend on maize, we may have a problem of enough maize food in our country. Transmara region is known to be a maize producing area. This encroachment of sugar, of which is not our staple food, it's just a luxury, just for a cup of tea like this one here, it may have a negative impact in our overall maize production in the country, and we may end up importing maize. The maize will shoot up the prices because of insufficiency production by the farmers, because most of the maize producers will tend to shift to sugar farming. Although this could be a threat to the country's food autonomy, corn prices are dropping as sugarcane takes over. Sugarcane has a great advantage because, one, when I want to build my own permanent house or a very good house for myself, when I sell or when I harvest the sugarcane, that's automatically good money. The development of sugarcane as a cash crop was facilitated with the arrival of foreign companies in the area. These companies support cane producers significantly in order to obtain raw material on a regular basis. Les services proposés à l'agriculteur par Transmara couvrent pratiquement toute la chaîne depuis la plantation jusqu'à la récolte. On sous-contracte tout ce qui est préparation de terrain. On fournit les boutures, on applique l'engrais. Et puis quand la canne arrive à terme, on coupe et on transporte la canne à l'usine. Donc pratiquement tout. La seule chose que Transmara ne fait pas, on ne met pas la bouture en terre pour le fermer. Sugarcane is sold on the global market, where the competition is fierce. On achète aujourd'hui environ, on parlait en dollars, ça donne un peu une meilleure réalisation, $40 par tonne de canne. Si tu ramènes ça en tonne de sucre à 10% d'extraction, ça te fait $400 la tonne de sucre. Ça, c'est juste pour acheter
ta matière première. Ben, le Brésil produit à moins de $400 la tonne de sucre déjà. Donc c'est le prix qu'on est en train d'acheter la canne. Le Brésil, ils ont des grandes parcelles où tout est mécanisé. Ils produisent des volumes immenses, donc tout ça est basé sur le volume à la fin du jour. Ce n'est pas des petits fermiers. Donc si tu veux faire vivre un petit fermier d'une petite parcelle de canne, il faut qu'il ait des revenus corrects. Donc il fait que le prix de ta matière première est déjà beaucoup plus grand. Et puis ben, tu as les economies of scale. Donc le plus tu produis, le plus ton prix, ton coût de production va baisser. Le prix du sucre, c'est quelque chose, mais pour moi, c'est qu'est-ce que va devenir tous ces fermiers de canne à sucre aujourd'hui s'il n'y avait pas le sucre au Kenya? For the farmers, the sustainability of sugarcane production is uncertain. It is an example of the agro-industrial food system. It reduces agricultural products to mere commodities to maximize short-term profits. Kwa sababu mewa sahi imeingia, meona melima shamba mingi, sasa hakuna nafasi, mahindi imekuwa kidogo. Sasa pesa imekuwa labda imepatikana. Kwa Maasai sasa kila mtu unapata pesa, hata wanawake, hata watoto kidogo. Hii pesa hapana mzuri. Pesa naanza poteza wengine. Hajui kufanyia kazi. Hawezi kuchukua hiyo pesa kwenda kufanyia kazi, kujenga nyumba kama hii au afanyie maendeleo mengine, au hata kinunua ng'ombe, hata kinunua saa hii akipata pesa kinunua ng'ombe taweka wapi? Mewa iko ndani ya shamba. Mtu Maasai saa hii wengi hakuna ng'ombe. Na sijui saa hii nategemea nini? Na pesa hawezi chunga boma mpaka watoto washibe. Mimi nasa tafuta maziwa, natembea mpaka narudi nakosa chai. Hata kama mimi niko na pesa. This agro-industrial food system is established all over the world, as much in Kenya as in the next part of our journey. We are now in Mayotte, a small island in the Comoros archipelago off the coast of Madagascar. More than 40 years ago, this island chose to remain under French governance and to separate from the other Comoros islands. This choice led to sudden French investments that completely disrupted the functioning of the Mahoran society and its food supply. The island is now highly dependent on food imports. Non, sans mentir, j'ai pas de champ que je cultive. Moi, j'achète mes légumes, etc. au supermarché. J'aime pas trop les oranges ici parce qu'elles sont importées. Mais tout ce qui est local, j'aime ça. Sur l'île, c'est compliqué d'avoir des produits vraiment faits made in Mayotte, souvent. Et autrement, pour quelque part, quand on a un besoin et qu'on n'a pas le choix, au final, on fait plus trop attention. Parce que même si on fait attention, il n'y a pas vraiment le choix. Fresh seafood used to be the island's main source of animal protein. It has now been replaced by the import of frozen chicken. Les statistiques qui parlent, à Mayotte, c'est 14 000 tonnes de volailles congelées qui sont consommées, importées essentiellement par les grandes distributions. Essentiellement, le poulet qui vient sur Mayotte venait maintenant un peu moins, mais de Brésil à Argentine. Et donc c'est un poulet quand même industriel, qui est un poulet à l'eau qui est fait à 40. C'est un Formule 1 en gros en élevage. Ce qui est recherché dessus, c'est pas le goût, c'est le prix, le moins cher possible. Faced with this situation, the islanders tried to set up a local industry. Donc on a deux produits différents. On a un produit classique qui est un poulet de 52 jours qui ne sort pas à l'extérieur, et un produit de haute qualité
parce qu'on s'était dit au départ que c'est vrai qu'à Mayotte, les gens cherchent du moins cher. C'était ça, nous, quand on a commencé, tout le monde parlait de la vie chère, de tout ça. Mais on s'est rendu compte dans le temps qu'aussi, il y a 50% de la population qui sont aussi à la recherche d'un produit de qualité. Ça crée aussi de l'emploi localement parce que nous, quand on a commencé, il a fallu former les opérateurs d'abattage parce que c'est un métier qui n'existait pas chez nous. Il a fallu faire une demande au lycée agricole pour qu'ils nous accompagnent pour former nos salariés. Il y a aussi d'autres produits qu'on va faire quand notre abattoir sera terminé, notamment la découpe. C'est un métier qui n'existe pas, le métier de boucher n'existe pas à Mayotte. Donc il va falloir former des gens en matière de boucherie, en matière de charcuterie, parce qu'on aura de la charcuterie fraîche et cuite dans cette nouvelle abattoir. Ça va nous permettre un peu de développer réellement une activité économique avec des agriculteurs qui vivent de leur métier et des employés qui vivent aussi des activités qu'ils font. Et c'est là où c'est intéressant. This new local industry strives to become an alternative to the agro-industrial system. The chicken produced is not only a sellable product, but also a local development tool providing jobs. However, it represents less than 1% of Mayotte chicken consumption and still depends on imports. Les œufs, on passe une commande en métropole. De là, on fait acheminer les œufs par avion. Et nous, derrière, on a quoi? On a 48 heures, 24 heures grand mine, en gros, pour recevoir les œufs. L'aliment est produit sur place. On importe juste les matières premières, donc du maïs, du tourteau de soja, du sang de blé, etc. On va dire qu'on est sur différents fournisseurs parce il y a des moments où on s'approvisionne par exemple en Roumanie ou en Inde, à Maurice. L'idée, en gros, en tout cas, la perspective de la boîte, c'est de se fournir dans l'océan Indien. On essaie de rester le maximum possible dans la zone pour valoriser, en gros, la région. The Mahoran diet is still partially based on family subsistence gardens, producing mainly banana and cassava. But this way of life isn't enough to sustain a full-time professional occupation. À partir des années 80, à l'âge de 5 ans, 6 ans, nous on partait à la campagne avec nos parents. Voilà, on allait travailler, revenir avec un petit main de banane, mais on partait, on revenait à pied dans tous les systèmes. Voilà. On allait dans les forêts, on revenait, on cueillait, on cultivait en fait. On cultivait. C'était des systèmes qui étaient façonnés jadis, avant moi, par la nécessité en fait des Mahorais d'être indépendants alimentairement. C'est une parcelle familiale que je partage avec mes sœurs. Et chacun a sa partie. Là, c'est ici que je cultive avec ma famille, ma femme, mes enfants. C'est un peu le jardin mahorais. Actuellement à Mayotte, là, l'agriculture ne fait pas le poids. Tu dois avoir quelque chose, tu dois avoir des ressources. Après, tu pourras t'investir pour développer un peu l'agriculture après. Mais actuellement là, si tu comptes travailler dans l'agriculture là, comme nous le faisons là, ça ne va pas te faire grand-chose. Tu vas avoir des gros soucis. À part mon travail, je suis enseignant. Je cultive encore, j'ai des exploitations agricoles. Dès que j'ai un temps libre, je me rends dans mon champ. Chez nous, quand tu travailles et tu gagnes un peu de sous, tu ne les dépenses pas pour toi seulement. Tu ne peux pas voir quelqu'un de ta famille souffrir et que toi tu as de l'argent et puis le laisser tomber en disant que voilà, tu vas te débrouiller. C'est pas comme ça comment on procède là. Je peux dépenser mon argent pour ma famille, pour ma femme et mes enfants, pour aussi mes soeurs, pour aussi des parents proches. C'est comme ça. On coupe en deux, c'est pour faire pénétrer le lait de coco. Les bananes, on les met dans l'eau, c'est pour enlever, diminuer la colle.
le manioc pour mélanger avec la banane verte. La passion. Ça, c'est le poisson bouilli. Alors, on prend un peu d'eau pour mélanger avec le coco qu'on a râpé. Comme ça, on fait bien ressortir le jus. Et ensuite, on va extraire le coco. La banane bouillie avec le poisson. Contrary to the agro-industrial food system, traditional subsistence farming contributes to strengthening links within the community and giving more value to food as a common good. El capitán ha encendido la señal de ajustarse los cinturones. Favor guardar debidamente sus aparatos electrónicos de dimensiones grandes, como computadoras portátiles, en su equipaje de mano. Asegúrese que su cinturón esté abrochado. In Costa Rica, a country in Central America, agriculture has been based for several decades on the export of raw products such as coffee, cocoa, sugar, bananas, and pineapples. These activities have contributed to the economic development of the country through the agro-industrial model. But in the early 2000s, world prices dropped, severely affecting the producers who rely on them. No hemos salido de la crisis, no hay como una luz muy clara de cómo llegar realmente a que todas las fincas que están acá en esta zona sean verdaderamente rentables y productivas. Los jóvenes se van y ahorita tenemos, bueno, según el Censo Agropecuario Nacional, un promedio de edad de 64 años de los propietarios de las fincas. No, en la finquita mía, como es una finca pequeña, yo la asisto solo. Y yo hago los trabajos y cojo el café. Y no, los muchachos míos ya ellos se dedican a otro trabajo, que no son en la finca. En cuanto a la finca, yo, pues la verdad que al momento yo veo muy poco futuro porque la mayoría de fincas de esta zona Turrialba lo que nosotros llamamos han quebrado, han tenido que despedir empleados y está pues en realidad no está en buenas condiciones la finca y producen muy poquito. Entonces ahí viene el problema de que hay desempleo, no hay trabajo para todas las personas. Small-scale producers are not the only ones affected by the crisis. Large industries also find themselves in very precarious situations. Actualmente es un ingenio que está en quiebra financieramente, quebró, ya no puede operar porque no da rentabilidad, no puede, es un ingenio con está sobreinstalado, ¿verdad? Entonces y la materia prima que es la caña no alcanza para que él financieramente sea rentable. Entonces hay empresas intermediarios que lo están trayendo acá a Costa Rica con costos muy por debajo de los costos de acá, ¿verdad? De lo que es producir aquí en Costa Rica. Para la gente de clase media o baja siempre se busca un mejor precio. O sea, al encontrar un mejor precio en un producto que viene del extranjero, dejamos de comprar el producto nacional y por ahí nos afecta a nosotros, los productores nacionales, nos afecta enormemente. Even the largest farms are being affected by the crisis and are being pushed to work on alternative sales models and to improve the quality of their coffee. Through certification, producers consider food as something beyond just a commodity and imbue it with other values
through the so-called differentiated quality food systems. O sea, la venta de café es algo que no es fácil, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, porque la manera fácil de vender café es venderlo como si fuera un commodity, ¿verdad? Y con esto alcanzamos poco valor. Para poder vender el café con el valor agregado que nosotros le damos en la finca, que es la trazabilidad, la sostenibilidad, la calidad, la historia de este lugar, tenemos que buscar maneras para encontrar una relación con un tostador, que es el que va a tomar nuestro producto y lo va a transformar en el producto final que se toma el consumidor. Un Rainforest Alliance, que es una certificación que viene a prometer o viene a darnos una mejor capacidad para vender nuestro café a mejor precio, pero no sabíamos que había que hacer tantos cambios, no solo en la parte de mejor documentación, mejor protección al trabajador, mejores prácticas de manejo, digamos, de agroquímicos, sino también incrementar la cantidad de árboles nativos sembrados dentro del café. Another strategy put in place by some small-scale producers is to invest in processing facilities. They add value to their organic certified products by selling them locally at a more rewarding price. But this new system carries its own challenges. Para nuestro producto. Pero en el momento que comenzamos a producir, nos dimos cuenta que no era tan fácil producir tapas de dulce de buena calidad, porque éramos inexpertos en el tema. Empezamos a tener un producto que no era el que soñábamos. Entonces, simultáneamente comenzamos a pensar en cómo resolver ese problema. Fue así como decidimos intentar el aprendizaje sobre la marcha de hacer la miel. Fue así entonces como, en vez de tapas de dulce, por mucho tiempo solo producíamos miel. Ahora, en los últimos años, podríamos decir que en los últimos 5 años, volvimos a incursionar en la actividad de las tapas de dulce porque, bueno, logramos aprender el proceso correctamente y entonces tenemos un dulce de buena calidad. Exactamente así fue como nació el proyecto, y lo fuerte de la empresa es la miel, porque es orgánica y tenemos un cliente que nos compra la producción. O sea, tenemos quien nos compra todo el producto. Lo más difícil es el costo económico que tiene, porque, por ejemplo, para esta pequeña empresa son $700 por año, solo de lo que es en efectivo, ¿verdad? Aparte de todo lo preparar documentación y todo, que es un costo económico también, pero solo lo que se le paga a la certificadora son $700, que para una pequeña empresa pues es un desembolso importante. Hay muchas cosas que no podemos hacer solos, entonces nos hicimos parte de la Asociación de Productores Orgánicos y Agrosostenibles de Turrialba, Apoya. Esto nos facilita mucho el acceso al servicio de certificación. Haciendo parte de un grupo, los costos de la certificación se dividen entre todo el grupo y se vuelve mucho más accesible. Entonces, lo que antes eran $800 que hubiéramos tenido que pagar nosotros solos, ahora pueden ser unos $50 anuales. Eso sí es accesible para el grupo, pero además de eso han traído muchas más ventajas. Ellos nos ayudan a tener acceso a las materias primas, como materias primas orgánicas que ellos compran y nos revenden. Tienen un plan de manejo, tienen una lista de insumos que podemos utilizar, que también podemos negociar para la compra a través de ellos. Producen bioles, producen compost y, lo más importante, nos compran nuestra producción. No lo compran como producto de materia prima, sino incluso dieron la oportunidad de negociar y decir, bueno, tenemos productos terminados, tenemos productos procesados, les ofrecemos estos productos procesados para colocar en sus tiendas de souvenirs. Y ellos han sido súper abiertos de degustar los productos, probarlos y empezar a promocionarlos dentro de su ruta de tiendas. Entonces ahorita nuestra crema de cacao, que es el primer producto que vendemos con ellos, se puede encontrar en 60 tiendas entre el Pacífico, el Caribe y San José.
cosa que solos hubiera sido muy difícil conseguir. By certifying their products, processing it on their own, building a more direct relationship with the middlemen and consumers, the farmers break free from their dependence on world food prices. These initiatives keep the wealth in the hands of those who create it. These new organizations do not come without their constraints, but collectively, people are finding solutions to these challenges. Change is possible. Men and women organize themselves to build another food system, another way of getting things done, reflecting current societal needs. The agro-industrial food system is not the only option. C'est comme ça qu'on fait la fête à la barrique ou pas? On y va ou on n'y va pas là? On y va ou on n'y va pas? Venez la barrique, venez. J'irai dormir chez vous. In France, where the agro-industrial system is strongly rooted, some stakeholders organize themselves to recreate links between people and with nature, favoring organic foods, for example. This model, initially built in opposition to the agro-industrial food system, was a success, and in the last 25 years, the number of farms certified as organic has increased tenfold. This scaling up led the organic system to emulate the agro-industrial model with long food supply chains. In 2018, the mass market represents nearly half of the organic products purchased by households, with direct selling at only 12%. L'avantage du circuit long, c'est le fait de ne pas avoir à consacrer un temps infini à la commercialisation. Ça consiste effectivement, la commercialisation au circuit long, à avoir un minimum de réflexion en amont avec les acheteurs pour savoir ce qu'on va en culture. Mais après, au moment des récoltes, c'est un coup de téléphone tous les jours pour la commande du lendemain ou des jours à venir. Donc c'est vraiment très facile. En termes de logistique, c'est aussi relativement simple parce qu'on fait des commandes groupées, donc on fait des livraisons par palette. C'est pas forcément plus simple à préparer ici, mais c'est plus rapide à livrer. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'effectivement, on est sur un circuit long, donc avec des produits normalisés. Même si on est en bio, les normes des produits sont toujours d'actualité, voire même de plus en plus d'actualité. Et on a forcément plus de déchets que si on faisait les marchés. Après, l'autre inconvénient, c'est effectivement une moins bonne valorisation. Parce que forcément, le prix du marché n'est pas le prix de gros. Le différentiel, oui, on le situe entre 50 et 100%, donc c'est pas négligeable. Maintenant, comme je vous disais, le circuit court, c'est un temps plein. Donc c'est un choix qui est fait. Pourquoi circuit long plutôt que circuit court exclusivement? Déjà, moi je ne me suis pas trop posé la question au début, parce que je suis né là-dedans et que j'ai commencé à travailler avec mon père en faisant ce qu'il faisait, quoi. Et je me suis rendu compte petit à petit que ça m'allait très bien, ouais. Parce que du détail, en fait, c'est encore plus de variété, il y a encore plus de culture sur de petites surfaces. C'est encore plus difficile à gérer déjà, parce qu'il faut avoir tout le temps. Alors qu'avec le circuit long, si pendant 15 jours, 3 semaines, il y a des produits qu'on n'a pas, c'est quand même moins grave. Il y a d'autres producteurs qui remplissent les demandes des clients, quoi, entre guillemets. Et puis, je pense que ça nous apporte quand même une qualité de vie différente. Pourquoi on continue le détail? Déjà parce que ça nous garde un lien au village et que c'est vachement important. Nous, on a quand même envie d'être ancré dans notre territoire. Donc, si on n'a pas ça, on a une entreprise qui existe plus sur le territoire et on a envie d'être connu au village. On a envie que les gens du village soient contents d'acheter nos produits et voilà, ça fait quand même partie du truc, quoi. Si on s'arrête, ce serait dommage. C'est vrai que nous, ça nous facilite la vie, les circuits longs, mais les circuits courts sont vachement importants pour ça. C'est parce que du coup, ce lien-là entre le consommateur et l'agriculteur,
ça va maintenir l'idée que nous aussi on fait partie de la nature en fait. Et que si on l'oublie, on va tout perdre. Donc voilà, de la graine à l'assiette, il faut qu'il y ait un lien vachement fort pour que nous qui semons les graines ou plantons les plantes, on puisse savoir où elles vont et que le consommateur, lui, sache d'où ça vient. Et ça nous permettra de bien vivre, je pense. Ouais. The long food supply chain implies distance between the producer and the consumer, which is far from the initial motivations of these alternatives to the agro-industrial system. Seeking links to connect people to one another, to nature and to food, has led producers to organize themselves differently among themselves and with the consumer. One such example would be through CSA, or Community-Supported Agriculture. This structure allows consumers to purchase produce in advance, thereby guaranteeing income for producers and better food quality for the consumer. Très vite, en fait, on s'est aperçu, surtout pour les maraîchers, que si les gens n'étaient pas là, ils avaient ramassé 3 caisses de salade pour rien et après c'était beaucoup plus dur. On n'avait pas de frigo, donc où mettre ces caisses de salade, les donner, oui d'accord, mais bon, on ne gagne pas notre vie. Et c'est pour ça qu'on a fait quelque chose d'un peu atypique. En fait, on a fait une réunion avec nos clients. On leur a dit, est-ce que ça vous intéresserait de monter une AMAP ? Mais alors, on leur a expliqué vraiment pourquoi nous, ça nous tenait à cœur, que juste financièrement, c'était pas possible de pouvoir de produire et de pas être sûr de vendre. Il y avait les fruits de Thibaut et nous et les légumes de Anne et Olivier, plus les poules pondeuses. On fonctionne que sur l'entraide avant tout. C'est peut-être le mot-clé de notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de formel, même si on fait des distributions communes entre les œufs et les fruits à une AMAP. Puisqu'on a le trajet en commun, on y va à tour de rôle. Et peut-être les tours se mélangent, se surmélangent, repassent les uns sur les autres, mais on arrive toujours à tomber sur nos pattes parce que de toute façon, on sait qu'on fait du mieux qu'on peut. C'est le plus pratique, j'habite à 2 minutes. C'est des gens fabuleux qui cultivent et je préfère donner mon argent à ces gens-là qu'à la grande distribution. C'est des bons produits qui ont du goût. Financièrement, je pense que c'est un petit peu plus cher, mais on s'y retrouve en termes de goût, de qualité. Et puis les moments sont aussi très chaleureux. Ça permet de rencontrer du monde et je pense que c'est aussi important de faire ses courses dans ces conditions-là plutôt qu'en mode égoïste, en mode individualiste, quoi. J'aime bien l'ambiance aussi véhiculée. For producers, one of the major constraints linked to short food supply chains remains the time and effort dedicated to selling their products. Some stakeholders in the sector rally to implement solutions to support these farmers. Bonjour, je m'appelle Charlotte Trossa. Je suis la créatrice et gérante d'une petite conserverie artisanale qui s'appelle Local en Bocal sur Avignon. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. Notre cœur de métier, c'est de faire des conserves de fruits et légumes bio, 100% bio, mais issus d'un sourcing local à 100%. C'est-à-dire que tous les fruits et les légumes que l'on cuisine, on les achète à des agriculteurs du coin. On se laisse quand même 150 km autour de l'atelier pour aller chercher des carottes ou des oignons parfois un peu plus loin, plus tôt, plus tard dans la saison. Mais la plupart des agriculteurs avec qui on travaille sont vraiment proches d'Avignon, à moins de 30 km, 50 km. Et notre métier, c'est de valoriser au maximum des légumes qui sont invendus ou mal valorisés par les agriculteurs, comme des écarts de tri, donc des légumes qui sont trop gros, trop petits, tordus. Parfois ils sont tachés, parfois ils sont trop mûrs, ou des légumes qui commencent à s'abîmer. Par exemple, les agriculteurs ne peuvent pas les vendre en circuit long et donc ils nous les vendent à nous. Moi, je pense qu'il y a un enjeu qui est assez fort, c'est qu'aujourd'hui, on a une dichotomie. On n'a pas tous un pouvoir d'achat énorme pour acheter une alimentation de qualité, et ça, c'est un vrai enjeu. Pour autant, quand on a des produits agricoles, bio ou pas bio, qui sont proposés à des prix absolument dérisoires, il faut savoir
que ces produits-là n'ont pas été produits dans de bonnes conditions, que ce soit des conditions environnementales ou des conditions pour le producteur. Enfin, quand on achète une tomate à 60 centimes le kilo, quelque part, il y a quelqu'un qui a été lésé. Et donc, je pense qu'en tant que consommateur, on a une obligation de faire attention à ce qu'on achète. Et d'acheter des produits alimentaires bradés tout le temps, c'est pas aller vers la qualité. But alternative food systems sometimes struggle to compete with the agro-industrial system and often have to settle for a niche market. Les objectifs, c'est toujours de faire connaître aux gens comment on travaille, quoi. Parce qu'il n'y a pas que de l'industriel et tout ça. Il y a aussi des petits producteurs qui savent travailler et que les gens ils se rendent compte que nous, on est aussi là, on n'est pas nombreux pour mieux les connecter un peu aussi à la nature. Parce que nous, on fait d'élever tous nos bêtes en plein air, on utilise des races qui sont adaptées aussi à l'environnement, hein, le sud Gironde, parce que c'est très pauvre. Donc ça aussi, il faut que les gens y comprennent aussi que l'agriculture, c'est aussi ça, quoi. C'est s'adapter aussi au lieu où on est. Et ça, je trouve que c'est important aussi de faire comprendre ça aux enfants et tout ça, qui viennent voir un peu comment on travaille. Et que, voilà, rapprocher plus les gens aussi à la nature, quoi. Parce que depuis quelques temps, on oublie un peu tout ça. Il y a deux mondes, quoi. Hein. Il y a le monde de la grande distribution et il y a nous. Donc les clients, c'est pas du tout c'est deux mondes parallèles. Et la clientèle est pas du tout la même. Mais les clients sont très demandeurs quand même. Hein. Ils posent des questions, ils essayent de comprendre comment on travaille, ils se déplacent, ils viennent voir comment on fait des portes ouvertes, ils viennent voir comment on travaille et tout ça. Donc, mais on aimerait bien, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de la bio, mais il ne faudrait pas que ça change, que ça aille à la bio industrielle, que nous, les petits producteurs, ils ne parlent pas de nous, quoi, en fait. Quand ils parlent dans les grandes surfaces que le bio a augmenté, nous, proportionnellement, on n'a pas tant augmenté que ça. Donc c'est vrai que ça, il faudrait qu'on arrive à toucher une plus large population, arriver à mieux à les toucher. Mais ça, on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Are the alternatives doomed to either conform to the agro-industrial system or remain accessible to only a few? Or is it possible for them to prevail on a broader scale? On the other side of the world, between the Indian and the Pacific Oceans, an island with a tumultuous past was occupied for over 4 centuries by the Portuguese and the Indonesians. The latter introduced the cultivation of coffee and rice. This young country is called East Timor, which became independent in 2002. In the western part of the country, the mountainous district of Ermera remains the main coffee-producing region. Terbiak obrigado a Nara Armando Babu, suku Punilala, aldeia Sekoko, Anya Tina Lima Nulu Resinhat, Amina Moris Cape. Capemos agora essa Tina Batina Lahanesa. Tina Nira Nepuan, Tina Nira Nela Nira. Neve tem que ser governo, tem que ser Hare povo ne Moris ne Halusa. Amina Veka Moris o Cape, tem que ser mente ituan para ami huri Moris dia kituan. Nemak saya hanya sanamni problema bote Timor. Tambah aminia governo rasik laia plano ida nebemak diak o em satu empodera agricultor sira. Por exemplo, hanesan iha aminia orçamento geral do estado sira ladum fokus ba agricultur, mas sira fokus ba industria bobot sira. Então, saya nessa desafio da agricultura sira. Over 65% of the population depends on agricultural activities. Yet, in 2019,
only 2% of the government's budget was allocated to its development. As change cannot come from the government alone, Sacoco's coffee farmers have organized themselves since independence. 99 comunidade decide hili referendum. Nebe decide dihan pro kemerdekaan. Timor ne atu bele hili mesaknya uris mesak anda sana saumida. E a tempo levamos liu tia referendum 1999. Habíamos organiza comunidade o insabele pele reforma plantação do anbe põe justicosi ema Indonésia sir. Também lembra que a tempo neba ami organiza comunidade, ami decide encontro hamutu, depois ami põe informação da comunidade, para plantação do ane tuir ema ida knekbi. Também ami sente kata se ami la hari ami cooperativa hane sandeta ami ema indivíduo baru nebe mai business sirma setan lucro o se ami rendimento nebe ami também nebe kama ami la ko yato sadera ba ema companhia balu antami mos iha inisiativa rasi ko insa ambe lauras. Thus, in 2009, the Koha Cooperative joined forces with the Japanese NGO Parsec, which markets coffee under the Fair Trade label. We got the idea, why not we bring the coffee from Sacoco to the Japanese market to introduce. Unfortunately, the coffee from Sacoco is not Arabica, but it's Robusta, which is very cheap, and especially in Japan, it is not preferred by many consumers. But we tried, and we found the market who want to buy the Robusta, not only because that Robusta is good, but they love the movement of Sacoco to organize each other to be independent. The people there understand that the fair trade is not only the market to sell their coffee, but it is the relationship between the producer, them, and also the market in Japan to develop together the community. Cooperativa nina pina pisu board. Ida primeiro maka bele popor masau nebe dia atune comunidade sira bele cuidado sira ninia kape. Benefício ne ida. Benefício ida tan maka polling diferencia ho kumbana selo. Polling diretamente baia itana mesmo sira. E segundo. E terceiro, lihosi kape nebe makasira pan bele haru ka baheneba no ikus mais sira hetan pali social prêmio nebe maketana apoio bele utiliza ba dada be bele utiliza ba hala humane ba social ida nebe maka ba sira durante ne hetan. Mai be are produção be prima donna conhecido ma café mai be Laos café mai be hare nemos incluimos hare conhecido ia hermera katak quase ia kelili ia glenulara ne are be maka ia tempo português no tempo ne mahalo hela to agora é mahalo. Então condição irene hosito sami hansane geração se enfrenta ia crise ia se enfrenta hamlaha se menos a no daruma se hamusu buat problema domestika, violência domestika, problema hanesan violência woi tamba ema hotutu lasi subahan ema hotutu daruma hamlahan quando cabo ne hamlahan ne buat hotu bele furak bele diak maybe ema la koya tu participa ema la koya tu halo. And this is indeed what happened back in 2008 when the price of rice bags tripled. How did the country come to this? Indonesian invaded in 1975, so 1982,
So the expansion of irrigated rice starting spread throughout the whole Timor. Timorese people are starting to eat more rice because the Indonesian government also subsidized rice, so you can buy rice cheaply in the market. And then it became a part of our culture. And of course, the expansion of irrigated rice is causing, you have to clear so much forest, so much land, which is causing loss of biodiversity. So to solve the problem of food security in the country and food sovereignty, we need to change the mentality and starting to educate our people on eating habit, on eating variety of crops according to the seasonal crops rather than just based on the demand. The project that we did with education is called permaculture garden in school. So this collaborate with Ministry of Education, and then the program itself is already part of the national curriculum for education in Timor-Leste. So it's trying to establish a living laboratory in every school so that every school can use the school garden for teaching as part of teaching nutrition, art and culture, natural science, natural social science, and so many subjects that can be taught using school garden. And the school garden is also can be as a dam plot or demonstration plot for the local community to replicate. So when the kids go home, they will bring some knowledge from school garden and replicate at the home garden. So that's the objective of this program is trying to create like eradicate malnutrition and also create like a long life education for the Timorese community. With over half of the population under the age of 25, the future of the younger generation is a real challenge for East Timor. How we are going to do in next step if we are graduate. And sometimes we are discussing each other to see what is inside our knowledge that we learned from the university. We learned from the theory. The people easily remember what to do and easily to forget what to say. It means that action as the youth is really, really important. And why I decided to promote the agricultural activity is, in the world, in every aspect, every sector, agriculture is really, really key for the life. It means that you cannot live without food. You cannot live without drinking. You cannot live without enjoying the nature from the wind. You can have the tree. So this is the key for me, that the best way that I create my job is I contribute to the agriculture. We are beginning to understand that changing our food system is much more complex than one might think. Changing our food system is changing our society, organizing it differently. But how? The emergence of the agro-industrial system has brought changes in food and societal habits in the country. In the Chaco region, it has disrupted the way of life of the indigenous Guarani people.
Y la variedad de maíz en aquellos tiempos eran muchos, no solamente como ya hoy en día solamente hay unas cuantas variedades de maíz. Y también lo que yo he visto de los cambios que hay ahorita es, es la unión de gente que se trabajaba en aquel tiempo así en común. Se hacía la faena, la minga, como le decimos, ¿no? Cuando había algún trabajo, se juntaban la gente, preparaban una comida en conjunto, se compartía y también se hacía el trabajo. Son cosas muy importantes que hoy en día se necesitaba, ¿no?, que recuperarlo, ¿no? The tradition of Yaiko Kavipave, the concept of living well together, was an integral part of the Guarani culture. Certain communities, like the Ivitipora, still practice it to this day. El Yaiko Kavipave es, como decía el hermano, tiene una palabra bien que nosotros lo cuidamos como a oro. El Yaiko Kavipave en Ivitipora nosotros lo seguimos demostrando, lo seguimos manteniendo, porque nosotros hemos venido aquí con el fin de continuar con el Yaiko Kavipave, el tema de producción, vivir así en unidad, comer en una olla común, trabajar así en común. Y el ser individualista, una persona ser individualista, quiere decir de que él no tiene esa mira al Yaiko Kavipave, ¿no? La persona individualista se acaba y se acabó ahí. La producción es solamente nosotros aquí en la comunidad es para consumo, ya, en escala menor, podríamos decir, solamente para consumo nosotros hacemos, ya. Entonces ahora lo que nosotros estamos pensando es producir más ya para la economía. The Bolivian Constitution has allowed indigenous communities to organize themselves into autonomous indigenous governments. In 2017, the Guaranis of the Charagua territory succeeded and organized themselves to put together a territorial development project in agreement with the Yaiko Kavipave. Todavía construyéndolo, tenemos un plan que llamamos el Yaiko Kavipave, donde nos estamos planteando ahí, ¿no?, en tema producción, el tema educación, el tema salud, el tema infraestructura, digamos, ¿no?, el tema cultura, el tema... Hay varias... Si bien antes de repente ahora mucho hemos estado comiendo de repente productos transgénicos, lo caso que ahora tenemos que sembrar nosotros y rescatar nuestras propias semillas, ¿no? Cultivar lo que era nuestro, no perder, digamos, ese valor de lo que es la agricultura. Sabemos que aquí en la zona, más que todo en la zona Parapitiguazú y dentro del gobierno indígena a nivel territorial, también, ¿no?, nos dedicamos más a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Entonces ese es nuestro sustento también, ¿no? Entonces ahora ya un poco nosotros viendo, digamos, ya de poder sembrar un poco más. La Asamblea Autonómica, ¿no?, es un órgano que nace con la autonomía indígena en Charagua y Yambae, ¿no? Entonces los estatutos de Charagua y Yambae establecen que se crea un nuevo órgano de gobierno. En este caso es la Asamblea Autonómica en Guarani y en Batiguazú, ¿no?, asamblea grande, digamos. El pueblo guaraní, digamos, le da mucha importancia a la asamblea como un escenario, digamos, de donde uno se confrontan las ideas y sale algo bueno, ¿no? O sea, es el escenario donde la gente participa, donde la gente cuestiona, donde la gente construye. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, en el Yaiko Kavipave, de que la escuela sea, digamos, el motor principal de ese cambio, ¿no? Nosotros planteamos que en la escuela sea, digamos, el centro donde se aprenda a cultivar, se aprenda
a producir, digamos, ¿no ves? Huertos familiares, huertos escolares, para un poco tener la seguridad alimentaria en nuestros hogares, ¿no? This grassroots mobilization has led to the organic implementation of a project based on a different food system. Food has become a political subject in the sense that its structure on the territory is determined by all its stakeholders. But again, the key to change lies in educating communities as much on a practical standpoint as in the broader sense of civic duty. Tenemos también la facilidad de que tenemos un instituto de agropecuaria. Yo creo que también ahí hay que fortalecerlo al instituto Taremaicua, para que ellos sean los que nos van a capacitar a nosotros, a los pequeños productores. Van a capacitar a mujeres, a jóvenes, a niños. Yo creo que de ahí tiene que partir, porque tenemos que hacer las cosas con un poco de conocimiento, una base que tenemos que tener para lo que es esto, para una agricultura sostenible. Ahora el cambio climático nos está llevando también mucho a nosotros, lo que es a la deforestación, el monocultivo a la deforestación, grandes empresas están contaminando y tenemos que luchar, todo tenemos que hacernos un solo para luchar lo que es y frenar lo que es el cambio climático. Siempre yo lo digo, que tu alimento sea tu remedio y tu remedio sea tu alimento. Entonces nosotros eso es lo que digamos buscamos. Todo depende de nuestra alimentación, que sea para que vivamos en armonía. Yo soy guaraní y siempre creo que hemos estado consumiendo lo que es los productos orgánicos, natural, hasta productos silvestres. Y yo creo que todo tiene que ver, depende de nosotros eso para valorarlo. Y si queremos tener una buena educación, buena salud, lo primero es la alimentación. Hay que nutrirse. No solamente alimentar, matar el hambre, sino que hay que nutrirse. Hay que nutrirse por dentro y por fuera. Our journey is now over. It's time to take a moment to reflect on our travels. The dominant agro-industrial system has allowed producers to generate income and consumers to have access to an abundance of food at a lower cost. While the dominant model creates distance, the alternatives are built on the synergy between people and on their relationship with nature. These links allow food to become a communal resource that needs to be defended. In the end, changing our food systems means changing our societies. The challenge goes beyond simply organizing food systems. Our worldviews need to evolve. Our role as citizens extends to our choices as consumers. L'alimentation est un bien très particulier, l'agriculture est un secteur très particulier qui devrait, à ce titre, être protégé. C'est important que les citoyens s'investissent dans le système alimentaire à travers un certain nombre d'alternatives dans lesquelles ils seraient porteurs. Rentrer par l'alimentation, ça permet de toucher un spectre énorme de politiques publiques, ça permet de toucher un spectre très large de domaines, tant et si bien qu'aujourd'hui, on peut considérer, au même titre que des sociologues le disent, qu'effectivement, l'alimentation étant un fait social total, c'est aussi un fait politique total, qui fait que politiser l'alimentation, c'est effectivement toucher, d'un point de vue politique, à beaucoup de domaines. Donc parler de transition alimentaire, c'est parler de transition agricole, parler de transition économique, parler de transition environnementale, parler de transition d'éducation, parler de transition sociale, puisque c'est aussi le lien social qu'on a tous ensemble. Donc clairement, parler de transition alimentaire, c'est la mère de toutes les transitions. Ready-made solutions do not exist, but we can find them through the connections we make with one another. Our bond with the environment, in the choices we make,
and the challenges we face together. This is a collective fight. It's made of big global struggles and small daily victories. Food is at the core of all of our lives. So what are we waiting for to feed the change?